joie d'être avec vous aujourd'hui, en l'occurrence pour une conférence avec une icône qui est Bernard Pivot et sa fille Cécile, qu'on ne présente pas évidemment, Alexandre Jardin, et un autre libraire, Fabrice, qui va animer cette rencontre. Voilà, donc merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Il y aura une séance de dédicace après la conférence et sans plus attendre, je leur passe la parole. Merci beaucoup et très bonne journée. Au revoir. C'est bon? Vous avez chacun un micro? Non, il y en a 3. Très bien. Oui. Merci d'être venus aussi nombreux sous cette chaleur lyonnaise. Merci à Bernard Pivot, qui est vraiment un symbole dans l'histoire du livre et de la librairie pour nous. À sa fille, Cécile Pivot, avec qui il signe un livre, Lire, que je vous enjoins vraiment à lire, puisque c'est un livre qui parle d'un plaisir qui nous est commun à tous, la lecture. Et puis Alexandre Jardin, qui n'a pas écrit un livre sur la lecture, mais dont le dernier livre, c'était en septembre-octobre, parlait de sa maman. Ma mère avait raison. Je vous préviens qu'il y aura dédicace après, si vous le souhaitez. Si vous voulez avoir une dédicace de Cécile et Bernard Pivot et d'Alexandre Jardin, après au Carré Bellecour, qui est là-bas. Ils vont se rendre là-bas pour signer leur livre. Et puis, si quelqu'un a vraiment envie de poser une question à l'un des 3 auteurs, je vous propose qu'à 2h moins quart, il lève la main. Comme ça, moi, ça me donnera un repère. Je saurai qu'il est 2h moins quart. 3h moins quart, pardon, excusez-moi. Ah oui. C'est le stress quand même, Bernard Pivot. Alors, vous aurez, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le livre de Bernard et Cécile Pivot, si vous êtes déjà renseigné un petit peu sur le projet de leur livre, mais on a souvent demandé à Bernard Pivot d'écrire un livre sur la lecture, et il s'y refusait régulièrement, pensant que Daniel Pénac avait tout dit, tout écrit là-dessus, qu'il n'avait pas besoin d'en rajouter. Et puis il a dit, mais si vous faites un livre là-dessus, ça serait bien que vous adressiez à quelqu'un qui lit tout le temps, pour son seul plaisir, depuis longtemps, qui lit régulièrement. Et il avait quelqu'un de proche de lui, sa fille, Cécile Pivot. Je ne vais pas faire son éloge maintenant, mais je peux vous dire en tout cas qu'elle a comme son père le sens de la formule. Elle a une écriture magnifique. Donc je vous invite vraiment à partager ce moment de lecture. Je voudrais justement la lire pour commencer. C'est une toute petite phrase, mais peut-être qu'elle dira, c'est difficile de définir le plaisir de la lecture, c'est peut-être une émotion, et je trouve qu'elle a écrit une phrase qui peut peut-être dire l'émotion que l'on ressent à la lecture. Les amoureux des livres sont des émotifs, une tirade les bouleverse, un mot les emporte, une triste fin les submerge, une heureuse conclusion les fait jubiler. Voilà. C'était compréhensible? Oui. Qu'est-ce que ça... J'ai envie de commencer par vous, Alexandre Jardin. On sait aujourd'hui scientifiquement ce que provoque la lecture. Elle ne nous rend pas meilleurs, mais elle nous rend plus humains. Elle développe l'empathie, elle développe les émotions. Par votre expérience de directeur d'association Lire et Faire Lire, et expérience en général de la lecture, qu'est-ce que vous diriez sur le plaisir de la lecture, et en tout cas comment on le développe, comment il peut se développer? Alors, je vois ici des femmes qui font partie de Lire et Faire Lire à Lyon et qui pilotent le programme ici. On sait tous à Lire et Faire Lire qu'il faut implanter ce plaisir-là dans l'esprit des enfants avant d'apprendre, avant que l'heure de la contrainte démarre. C'est pour ça qu'on a démarré Lire et Faire Lire dès les écoles maternelles, à la crèche, à Lyon. Pas dans tous les départements, mais donc à Lyon, ici, on démarre dès la crèche. Et on sait aussi qu'avant de savoir lire, pour avoir envie, tout simplement, il faut passer du temps. Et du temps avec quelqu'un qui a l'expérience de cette jubilation.
Et c'est vrai que quand on fait des réunions de lire et faire lire, on tombe sur des jouisseurs. On tombe sur des gens extraordinairement vivants, qui correspondent exactement à cette phrase. Sinon, ils ne s'engagent pas. Donc, on est en train de lever une armée de jouisseurs et de gens qui viennent jubiler et qui transmettent ça parce qu'on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas. Et donc, il est extrêmement important que ça reste un mouvement spontané de gens qui ne sont pas rémunérés, qui viennent par pure jubilation. Transmettre ça avec des petits. Et quand vous entrez dans une école et qu'il y a un coin où quelqu'un fait lire et faire lire, en général, vous l'entendez à l'oreille. C'est un endroit où on rit. C'est un endroit où les émotions sont dites. C'est un endroit où les lectrices, surtout des lectrices, deviennent à moitié folles dans certaines séances de lecture. C'est un moment de partage, de folie et d'émotion. Et si on réussit à transmettre ça massivement à nos petits en France, dans l'ensemble de nos écoles maternelles, dans l'ensemble de nos crèches, on va fabriquer une nation de lecteurs, parce qu'on aura implanté ce goût. C'est mieux que le goût du sucre. Voilà. Vous me donnez plusieurs perches pour enchaîner avec Cécile Pivot, mais je voulais continuer la question avec Bernard Pivot. Pour vous, ce livre est un exercice, on dirait un petit peu difficile, parce que d'emblée, vous dites que ça n'a pas toujours été une partie de plaisir. La lecture, pour vous, ça a souvent été une lecture contrainte, parce qu'elle était professionnelle. Donc lire pour soi, lire pour son seul plaisir, c'était pas le cas. C'était vous lisiez souvent pour le travail. Et vous dites que le plaisir, chez vous, il a commencé avant le roman. Il a commencé avec les dictionnaires. Oui, non, mais pardon, je reviens sur ce que vous venez de dire. Non, j'ai tout de suite, quand j'ai démarré par hasard au Figaro littéraire, j'avais 23 ans, j'ai tout de suite vu qu'il y avait à la fois du plaisir à lire professionnellement et que s'ouvrait devant moi une vie où j'allais mélanger le plaisir de lire et l'avantage d'en recueillir des bénéfices chaque mois avec une paye. Et donc c'était assez formidable. Je pense que j'aurais jamais pris ce métier si j'avais trouvé que lire c'était emmerdant. Alors je n'aurais pas passé ma vie à lire, même avec un chèque à la fin du mois. Ça, c'est pas possible. Non, vraiment, c'est pas possible. Alors, pour en revenir, à votre question, oui, il se trouve que moi, mes premiers rapports avec le livre sont un peu bizarres parce que mes parents étaient épiciers à Lyon. Et mon père a été, en 40, il est parti à la guerre. Il a été prisonnier pendant 5 ans. Donc ma mère a fermé l'épicerie et elle a pris le chemin de l'exil, on dirait aujourd'hui. On est allé, ils avaient un petit appartement dans le Beaujolais. Donc ma mère s'est repliée avec mon frère et moi. Mon frère qui avait quelques jours de vie seulement et moi qui avais 5 ans. Et donc j'ai appris à lire et à écrire à l'école communale de Quincy en Beaujolais, mais on n'avait pas de livres. En dehors des livres scolaires qu'on se repassait rafistolés d'une année sur l'autre, il n'y avait rien du tout, pas de librairie. Et puis même ma mère n'aurait pas eu l'argent pour acheter des livres. Et donc je n'avais à ma disposition que 2 livres, une vieille édition du Petit Larousse et un choix des fables de La Fontaine. Et donc le premier livre que j'ai lu, avec beaucoup de plaisir, que j'ai lu comme ça en me baladant à travers les pages, c'était le Petit Larousse. Et donc le goût des mots m'est venu sans que je le sache, sans que j'ai conscience de la chance finalement qui m'était donnée. C'est de l'amour des mots qu'est venu finalement mon appétit pour la lecture. Cécile Pivot, on a l'impression que le bureau de votre père a été un petit peu l'antichambre de votre chambre où vous lisiez. Chez vous, le plaisir de la lecture, vous le dites quand vous parlez de vos lectures d'enfance, est venu par, vous dites, la sonorité Moi, le plaisir de la lecture est vraiment venu lorsque j'ai appris à lire. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression que c'était magique. Voilà, qu'on apprend à déchiffrer, on apprend les lettres déjà, puis on apprend les syllabes, et puis ces syllabes mises bout à bout font des histoires, des personnages, et j'ai trouvé ça à partir de ce moment-là, je ne me suis plus jamais arrêtée. Oui.
Ça a été aussi une histoire d'identification, hein, parce que vous parlez de deux héroïnes qui vous ont absolument fasciné. Oui, j'étais là-dessus comme, oui, mais j'étais comme Alice. toutes les petites filles de mon âge. C'est-à-dire que j'ai aimé Fantomette et j'ai aimé Alice, oui. Mais vous les avez relus, je crois, hein, pour. Je les ai relus pour le livre. Hein, je les aurais pas relus sinon. Hein, je vous dis franchement. Mais vous ramenez. Je lis plus Oui et je lis plus Fantomette. Hein, non. Mais je suis allée chez Gibert. En effet, j'en ai racheté parce que j'en avais plus. En même temps, vous ramenez une expression fabuleuse, 1000 pompons. Oui, 1000 pompons, c'est formidable. Non, puis j'ai redécouvert en fait les illustrations de Fantomette. Et c'est vraiment des illustrations très années 70. Donc c'est les moquettes très colorées. Elles ont des pantalons pas de def, elles fument. Enfin, voilà, des choses absolument interdites aujourd'hui. Alexandre Jardin, quand on vous lit, on a vraiment l'impression que le romanesque n'est pas forcément dans les livres, mais dans votre histoire familiale, dans les légendes, un petit peu les mythes familiaux. Pour vous, le plaisir de la lecture est venu quand? Par quel livre? Par quel intermédiaire? Parce que vous étiez entouré de beaucoup de gens, des cinéastes, des écrivains, La première personne qui m'a parlé des écrivains, d'abord, je n'étais pas très au courant quand j'étais petit que papa écrivait. Et puis en plus, il a commencé à écrire assez tard des livres. Il écrivait des scénarios et ce n'était pas vraiment reconnu. Mais la première personne qui m'a parlé des écrivains, c'était ma grand-mère, la mère de papa, qui me parlait d'eux en tant qu'amant. Et donc, par exemple, Paul Morand a été pendant très longtemps son amant. Et elle me parlait de Morand au lit. Avec une impudeur inouïe. Pardon, oui. Elle me parlait de Paul Morand au lit, ça a deux sens. On va prendre le premier. Et donc, pour moi, c'était... j'avais vu notamment... un jour, j'ai vu à la télévision... avant de rencontrer Morand, d'ailleurs, je l'avais vu à la télévision. Et il me paraissait un peu sinistre. Et quand elle m'en parlait, pas du tout. Ça me paraissait un personnage tout à fait vivant. Et je ne vais pas égrener la liste de ses amants, mais enfin, il y en avait. Bon. Elle n'était pas totalement spécialisée dans la fidélité. Et donc, je savais que c'était des gens extrêmement vivants, par elle, mais parce qu'elle m'en parlait très joliment. Et je me souviens, elle me racontait un truc qui me fascinait complètement, parce que j'avais vu Morand à la télé qui me paraissait un peu sec. Et elle m'a dit, pas du tout. Elle me disait, il a une main qui, quand il touche quelque chose, ça prend de la valeur. Je me souviens, elle me disait ça. Quand il touche un fruit, le fruit prend de la valeur, et quand il me touche, c'est extraordinaire. Et donc, voilà. Donc, pour moi, les écrivains, c'était quand même des gens comme ça, qui touchaient le sein d'une femme et qui se trouvaient être ma grand-mère. Et puis, après, les livres sont venus, mais d'abord, j'en ai entendu parler. Pas complètement d'une manière classique. Ça s'est produit comme ça. Et ça a commencé quand, du coup, en dehors de... Et donc, après est venu le temps de la lecture. Et un des premiers livres que j'ai lus, en 6e, on devait lire La gloire de mon père. Ma génération lisait La gloire de mon père en 6e. Et c'est papa qui me l'a lu. Et dans une maison très bizarre où maman vivait avec plein d'hommes. Et papa me lisait tous les week-ends la gloire de mon père. Et des années plus tard, je me suis rendu compte qu'il avait inventé des chapitres entiers. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun western. Enfin, il y avait et quand il sentait donc que mon attention faiblissait, il améliorait. Et des années plus tard, je me suis rendu compte que le livre n'avait pas besoin d'amélioration. mais donc j'avais aussi dans l'idée qu'on pouvait s'amuser. Quand papa me lisait ça, c'était extraordinairement joyeux. On riait énormément. Et le jour où je me suis aperçu de la supercherie, c'est-à-dire qu'il avait modifié le texte,
j'ai aussi naturellement compris que ce n'était pas forcément sérieux. Et j'ai bien vu, lorsque j'ai commencé à éditer mes premiers textes, et que vous m'avez invité, j'ai vu qu'il régnait un certain climat de sérieux. C'est comme si c'était très important de publier un livre. Alors que dans ma famille, ça n'avait pas ce... C'était à la fois très important et très joyeux. Ça n'avait pas de solennité. Voilà. C'était plus intéressant que quelque chose de solennel. Donc on pouvait s'amuser. Et quand j'ai commencé à publier, je me souviens, Françoise Verny, ma première éditrice, était consternée par mon vocabulaire. Donc j'ai commencé à enrichir, à réapprendre le français à ce moment-là. Et souvent, je photocopiais des pages de Proust et je lui proposais un remontage. Et Françoise était à la fois horrifiée et en même temps, elle me disait « Écoute, chérie, en même temps, si tu fais tes études littéraires comme ça... Et elle me rendait les remontages de Proust. Je faisais des collages. Donc, ça n'est que des années plus tard que je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens ce que je faisais. Mais on s'amusait. Et Bernard, qui a très bien connu Françoise, l'aventure éditoriale était joyeuse, était complètement folle. Ça n'avait pas ça n'avait pas le caractère grave et pesant que j'ai trouvé chez beaucoup d'auteurs qui commençaient à publier, surtout chez Gallimard, ils sentaient qu'ils rentraient dans une grande maison, quoi. Donc mon rapport avec les lettres, dès le départ, a été léger, très ludique, et sans gravité excessive. Oui, mais c'est comme ça qu'il faut apprendre à lire, d'ailleurs. C'est exactement comme ça qu'il faut apprendre à lire aux enfants. Justement, quel auteur, quel écrivain a été capable de vous procurer du plaisir sans ajout, Un des premiers qui m'a donné énormément de plaisir, c'est Blondin. Notamment les attaques de chapitres de Blondin. Dans l'Europe buissonnière, il y en a un chapitre qui démarre par à la fin de la guerre, les trains recommencèrent à circuler. J'en profitais pour quitter ma femme. C'est du Blondin pur. Et je me souviens, quand mes livres ont commencé à marcher, un jour, il y avait une signature à l'Opéra, et il y avait plein de gens qui faisaient la queue devant moi, et je vais faire pipi, et je passe, et il y avait Blondin qui était derrière une chaise, et il n'y avait personne. Ça m'a semblé hallucinant. Absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'Antoine Blondin Et en fait, j'ai beaucoup lu les Hussards au départ. J'étais complètement fanatique d'un des rares qui m'a accueilli chez Gallimard, qui était Michel Déon. J'ai aimé la rapidité du style de ces gens. Et puis après, j'ai lu les autres Hussards. Il y avait une élégance, il y avait quelque chose qui n'était pas empesé, qui n'était pas... et je vous recommande tous les articles de Blondin qui ont été publiés. Il faudrait expliquer, parce que tout le monde ne sait pas qui sont les Hussards. Oui. Hein. Alors il faudrait peut-être expliquer, Alexandre. Si, Bernard les connaît mieux que moi. Les Hussards, c'était des écrivains qui étaient jeunes à l'époque et qui étaient généralement de droite, et qui avaient un style assez flamboyant, et qui avait une certaine ironie. Et alors, il y avait donc Roger Nimier, Antoine Blondin, Michel Déon, il y avait Jacques Laurent, donc c'était tous des écrivains, donc vous voyez, qui avaient à peu près, non pas tout à fait les mêmes idées politiques, mais surtout qui avaient un style extraordinairement brillant. Et c'est un homme de gauche qui les a qualifiés de hussards, il s'appelle Bernard Franck, il tenait une chronique au Nouvel Observateur, et un jour, et parlant de tous ces écrivains-là, il les a réunis sous le nom de hussards, et ce nom de hussard est resté. Justement, Bernard Pivot, parce que
Dans votre livre, Blondin est un de vos plaisirs de lecture de jeunesse. Moi, j'aimerais bien que vous en disiez 2 mots, parce que c'est quelqu'un qui est plus beaucoup lu. Aujourd'hui, on le constate en librairie. Et moi, c'est un auteur que j'ai aussi énormément apprécié dans ma jeunesse. J'aimerais bien que vous en parliez un petit peu. Parce que avant d'entrer au Figaro littéraire, donc je lisais un peu, mais je n'étais pas un grand lecteur. Et parmi les écrivains que j'adorais, il y avait Blondin, il y avait Aragon et il y avait Félicien Marceau. Félicien Marceau était d'ailleurs aussi, il n'était pas parti des hussards, mais il était très proche aussi, d'ailleurs politiquement aussi. Et Blondin, moi tout de suite, Blondin m'a séduit, non pas parce qu'il racontait, mais par la manière dont il racontait les choses. J'ai toujours été, j'aurais voulu avoir son style, voilà, j'aurais voulu écrire comme lui, avec cette légèreté. Blondin est de ces écrivains qui racontent gaiement des choses très tristes. Et alors ça donne un plaisir extraordinaire, une mélancolie joyeuse, une sorte de désespoir plutôt enjoué. Et le contraste est flagrant dans tous les romans d'Antoine Blondin, mais surtout, alors certains le trouvent difficile à lire, c'est vrai, c'est pas toujours facile, mais quel plaisir. Cécile Pivot, je vous ai entendu dire ouais. Je lis plus Blondin, mais j'ai lu et beaucoup aimé. Voilà, j'ai arrêté Blondin. Non, je suis d'accord, oui, j'ai beaucoup aimé. Cécile Pivot, j'aimerais, pour parler du plaisir de la lecture, vous citer encore une fois. Il y a une phrase qui finit un de mes chapitres préférés, qui est au début du livre, qui se conclut par « Et de la nécessité de lire naît le plaisir de lire ». Et de la nécessité de lire naît le plaisir de lire. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu cette idée-là ? Non, je plaisante. Je ne sais plus très bien, en fait. Je ne sais plus très bien dans ce que j'ai voulu dire. C'est joli, d'ailleurs, c'est pas mal. Alors, mais pour reprendre oui, je crois que j'ai vraiment une très, très, très mauvaise mémoire. Mais on apprend à lire, donc c'est nécessaire de savoir lire. C'est ça que j'ai voulu dire, peut-être. Non, c'est un chapitre où, après, vous êtes fait vraiment plaisir à descendre un petit peu ceux qui trouvent aucun intérêt à lire. Vous parlez de choses plus graves. Et vous dites que finalement ce plaisir arrive par une espèce de nécessité dans la vie, en fait, plus que... je crois qu'on peut lire aussi par nécessité. Moi, j'ai aussi pas mal lu par nécessité, notamment... je pense qu'il y a des gens... je pense que les jeunes, par exemple, aujourd'hui, les étudiants... moi, ceux qui sont autour de moi, je vois qu'ils lisent beaucoup par nécessité. Donc, je pense qu'ils lisent pas moins. Mais leur faire lire des romans... C'est compliqué, hein. C'est vraiment, je trouve ça très compliqué. Donc, ils lisent beaucoup de bouquins pour leurs études, beaucoup moins pour le plaisir. Après, je pense que oui, c'est possible de les faire venir quand même je m'excuse, j'ai peut-être pas été assez précis, mais peut-être que ça va vous renvoyer à cette phrase. Vous parlez de l'histoire de Laurent Jacquat. Ou alors peut-être que je confonds avec votre père, parce qu'à un moment, je mélangeais les deux écritures. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de Laurent Jacquat. Il y a l'histoire de Laurent Jacquat. Laurent Jacquat, il a été prisonnier pendant très 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 longtemps. Il a fait énormément de braquages et c'est un type extrêmement violent. Et donc il s'est fait prendre 1 fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, il a passé la moitié de sa vie en prison. Il a tenté de s'évader. Enfin, c'était vraiment une tête dure. Et il explique qu'à un moment, il a été même je ne sais plus comment dire, en isolement, vraiment total, pendant des mois et des mois. Et au départ, il raconte qu'il a sympathisé avec un rat. C'était sa seule compagnie, c'était un rat qui ressortait de la cuvette des toilettes et à qui il donnait un petit bout de pain tous les jours. Et peu à peu, il s'est mis à parler à ce rat. Donc déjà, ça c'est très beau quand il le raconte. Et après, il explique que les livres vraiment l'ont sauvé, c'est-à-dire qu'il n'avait que ça. Il était tout seul, il ne parlait à personne, et on lui apportait des bouquins, et il s'est mis à lire. Et il dit vraiment, et je veux bien le croire, que les livres ont été pour lui salvateurs. Et après, du coup, il a fait des études en prison, il a fait des études de philo, il a tenu un blog, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais sur le Nouvel Obs. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un grand amoureux de la lecture.
Et je trouve que cette histoire est magnifique. Ouais, elle est magnifique. Elle est magnifiquement racontée. Bernard Pivot, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, non, parce que là, on a frôlé un sujet qui me paraît intéressant. Oui. C'est que, Cécile l'a abordé à un moment, c'est que se répand aujourd'hui, notamment chez les étudiants, l'idée que lire un roman, ça sert à rien. C'est pas utile pour la vie. Et ça, je veux dire, c'est une idée qu'il faut combattre. Il faut au contraire encourager les jeunes gens à lire des romans. Il y a beaucoup de managers, des patrons d'entreprise, des grands syndicalistes, tout ce que vous voulez, qui ne lisent que des livres d'économie ou des livres politiques, mais jamais un roman. Et c'est un tort. Dans le livre, on a mis une photographie de Obama. Quand il était étudiant, il est en train de prendre prendre dans une bibliothèque un roman. Et Obama a fait justement l'éloge du roman en disant que souvent il a appris à connaître des Américains qu'il n'approchait pas par le roman, tout simplement. Et c'est vrai que quand vous avez la chance d'entrer dans un très bon roman, vous entrez chez des gens, dans des sociétés que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez absolument pas ni les modes de pensée, ni les rites, etc. Et vous vous instruisez, bien entendu, vous apprenez à connaître vos contemporains et puis les gens d'autrefois à travers le roman. Donc il faut encourager les jeunes gens, les normaliens, les polytechniciens, enfin tous ceux qui font de grandes études, à ne pas se contenter de lire des livres de philosophie, de sciences humaines, mais aussi de lire des romans. J'ai oublié de vous dire, mais vous regarderez le livre de Cécile et Bernard Pivot. Il est illustré par un choix de photos et de peintures autour du livre. Je pense qu'Alexandre Jardin, là, ce qu'il s'est dit, vous interpelle profondément, puisque Bernard Pivot le dit, la lecture crée une frange de la population d'insoumis, en quelque sorte. Vous, que la lecture, le plaisir, la politique... J'ai surtout été confronté assez vite, en publiant dès mes premiers romans, à un courrier de lecteurs, de lectrices surtout, qui essayaient des chapitres de mes romans. Au début, ça m'a surpris. Un roman comme Fanfan, par exemple, a été incroyablement imité. Il y a eu un nombre considérable de filles qui ont subi une cour de mois et de mois sans que le type les embrasse. Et j'ai reçu une quantité astronomique de lettres de filles qui me disaient « mais intervenez, quoi ». Ou de filles qui rêvaient, qui offraient le livre pour que le type fasse ça. Et puis un jour, j'ai publié un livre qui s'appelle L'île des gauchers, et qui est d'une société utopique où l'amour fonctionne. Et une semaine après la sortie, je reçois une lettre écrite par un couple de médecins de Neuilly qui venait de lire le livre et qui, après réflexion, voulait émigrer là-bas. J'ai cru que c'était une farce. Je me suis dit que ce sont des copains qui, dans un dîner... Hein. Et puis le lendemain, il y a eu une dizaine de demandes d'émigration. Et j'ai dû en recevoir plus de 5000. Et donc je me suis rendu compte que le roman, les gens disaient « Ok, ça ne doit pas être exactement comme dans le livre, mais il n'y a pas de fumée sans feu, donc il y a quelque chose. » Et je me suis rendu compte qu'on pouvait écrire des romans qui faisaient partir les gens vers leur vie, vers leur choix de vie. Qui pouvait leur faire des choses. Et ce mécanisme a repris avec ce livre-là, sur ma mère. J'ai vu beaucoup de gens oser faire des choses, notamment beaucoup de femmes qui hésitaient à dire à leur mari qu'elles voulaient non pas le quitter, mais vivre seules, et qui n'osaient pas. Elles posaient le livre et elles osaient le faire. Elles ne savaient pas comment le vendre à leur mari. Et j'ai eu un nombre... L'autre jour, il y a encore quelques semaines, je suis tombé sur une femme dans un café qui est venue et qui me dit « Voilà, je viens de lire ça. » Et elle me dit « J'ai beaucoup trompé mon mari. » J'étais dans un café et elle me dit « J'ai adoré ça. » Et elle me dit « Et voilà, je me suis posé vraiment la question de ma liberté en regardant votre mère vivre. » Et elle m'a fait un aveu magnifique. Elle m'a dit « Ma liberté,
c'est de rechoisir mon mari. Et hop, elle est repartie. Et donc, on peut écrire et rentrer dans l'intimité à un degré fou. Vous écrivez ça dans votre chambre, sur une table, sur un coin de table, et puis tout à coup, vous rentrez dans la vie d'une femme qui trompe avec grand plaisir et qui tout à coup rechoisit son mari. Est-ce que c'est intéressant à lire? Quoi donc? La vie de cette femme? Oui. Non, mais c'est intéressant à écrire, mais est-ce que c'est intéressant à lire? Quoi donc? Ben ça, la vie de cette femme. Non, je ne dis pas ça. Ce qui me passionne, c'est de rencontrer des gens dans la rue qui tout à coup bougent par rapport à un livre. Et ça m'arrive tout le temps. Non, ça ne veut pas dire que son roman personnel peut faire un livre. Mais ça me donne une très grande foi en les littératures. Le fait que des gens bougent réellement en posant des livres. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais je crois que c'est vrai pour beaucoup d'auteurs, non? Oui, ouais. Dieu merci. C'est vrai, oui. C'est formidable. Moi, je vois le nombre de... J'ai publié un livre il y a 2 ans, j'ai écrit un livre sur mon fils autiste. Et c'est incroyable, pareil, le nombre... Et que pas un livre qui a fait... ça n'a pas fait un best-seller, hein, loin de là. Mais je suis toujours étonnée par les courriers que je reçois, les témoignages de parents, les parents qui m'envoient eux-mêmes les livres qu'ils ont écrits sur leur enfant handicapé mental ou autiste, peu importe. Et c'est vrai que c'est formidable. C'est très encourageant. Ça fait super plaisir. Et oui, c'est formidable. C'est quelque chose dans le livre que vous développez aussi quand vous parlez de vivre par procuration, enfin vivre d'autres vies, vivre par procuration. Vous dites adorer vivre par procuration en lisant des romans. Ah oui, ça c'est pas la même chose. Oui, mais le début de son propos faisait penser un petit peu à ça. Oui. Mais... Oui, je disais que vivre par procuration. Non, mais c'est vrai que quand on aime le roman, c'est ça aussi, c'est-à-dire. Ah, je me demandais. Pardon, j'en ai un pour toi dans mon sac, mais bon, c'est pas grave. Oui, vivre par procuration, parce que quand on aime le roman, absolument, on voyage dans le temps et puis on découvre plein de... On s'immerge dans la vie de plein de gens, bien sûr. Puisqu'on parle du rapport que le roman entretient à la réalité, il y a une question que vous posez dans le livre, auquel j'aimerais que vous répondiez tous les trois, Bernard Pivot, Cécile Pivot, Alexandre Jardin, puisque nous, c'est une problématique qu'on a souvent en librairie, c'est-à-dire que parfois on lit un livre exceptionnel, mais c'est un livre d'une noirceur aussi exceptionnelle, et on a comme une retenue, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop comment le passer. Et vous, à un moment, vous dites dans votre livre, Cécile Pivot, est-ce que la noirceur de l'âme humaine entache, gêne à ce plaisir? Oui. Ou votre père? C'est parce que j'ai mélangé les deux à un moment. Et vous... Ah si, c'est toi. Non, mais moi, vous parlez tous les deux de Primo Levi. Oui, moi j'aime cette littérature. Après, j'aime cette littérature, c'est vrai. C'est très rare que je rigole à un livre. Vous voyez, qu'un livre me fasse rire, je vous dis franchement, faut y aller. Hein. Et j'aime ça, hein, mais c'est très rare que ça m'arrive. Après, j'aime plutôt les livres très noirs. J'aimerais bien que vous parliez d'un de ces livres. Mais je trouve ça, en effet, je trouve que c'est des livres très, très compliqués. Je veux bien croire que ce sont des livres très compliqués à vendre. Très compliqués à vendre. Moi, je l'ai vu avec mon livre, le nombre de personnes qui m'ont dit oh, « ça a l'air bien votre livre, mais alors vraiment, j'ai pas envie de lire ça. Hein. Une histoire d'enfant autiste, alors je vous dis franchement, j'ai pas envie, quoi. » Bon, voilà, tout est dit. Mais je peux comprendre, les gens ont envie de... Oui, on préfère lire des choses joyeuses qui les sortent de leur quotidien, de leurs emmerdes. Oui, pourquoi pas. Et parlez-nous d'un... Ça marche pas. Si, ça marche. Parlez-nous de cet étrange plaisir avec un roman d'une noirceur incroyable qui vous a complètement emporté, séduit, qui vous a amené quelque chose. Bernard. Il y a un exemple célèbre, c'est un livre qui a obtenu le prix Goncourt, c'est Les Bienveillantes. C'est noir, horrible du début à la fin, c'est monstrueux. Et en même temps,
Alors, je me rappelle à l'époque, comme j'avais voté au Goncourt pour ce roman, on me disait « Ah, donc tu as aimé Les Bienveillantes ?» Et je disais « Non, non, je n'ai pas aimé Les Bienveillantes. J'ai lu avec intérêt, je n'ai pas aimé parce qu'on ne peut pas aimer ce genre d'histoire. Mais j'ai été bouleversé, choqué, ébouriffé par un livre comme ça, que parfois j'avais envie de le jeter par la fenêtre. Mais je le reprenais aussitôt et évidemment je suis allé jusqu'au bout, parfois en renaclant, mais en me disant que c'était quand même un livre extraordinaire. Voilà. Moi, je pense juste, oui, ça marche. Je pense que ces histoires-là font autant partie de la vie de l'humanité que... Vous dites que par la lecture, vous avez compris une chose, c'est l'homme est un démon. Et... oui. Et oui, la littérature est peut-être le meilleur média pour justement l'appréhender. l'appréhender. L'homme n'est pas qu'un démon, mais il est tout à la fois un ange et un démon. Donc oui, j'ai envie moi, j'aime tout autant lire des livres. Je trouve que ce sont les deux faces de la vie, de l'humanité. Donc pour moi, les deux sont aussi importantes l'une que l'autre. Voilà. Mais je me délecte pas non plus dans la noirceur, non, c'était dans le pas le but. malheur. C'était pas le but. Non. Moi, je ferais une très grande différence entre Guilleret et la joie. Quand j'écoute du Bach, c'est pas particulièrement dansant, mais je sens sa joie. Je sens sa joie profonde. Lorsque je lis Les Bienveillantes, je sens la joie profonde qu'a eu l'auteur à écrire ça. Ça n'a rien de Guilleret. Mais il y a une joie lorsque la création est entière, lorsque la folie de quelqu'un s'exprime. Écouter du Bach, ça n'est que de la joie. La joie est prise par Bach. Et donc, pour moi, ce qui est plus important que de savoir si un texte est guilleret, drôlatique, fantaisiste ou dramatique, c'est est-ce que la joie est là. Lorsque je lis des BD et que les très grands albums d'Astérix ou de Lucky Luke, écrits par Goscinny est un auteur majeur, je sens sa joie profonde, qui est beaucoup plus forte que les gags. Il y a une joie à redéfinir le monde, à dire que ça va être comme ça. Je dis ça parce que c'est un mot qui peut prêter à confusion, la joie. Mais c'est la question fondamentale dans un texte. Est-ce qu'il y a une joie? Est-ce qu'il y a une jubilation? Est-ce qu'il y a une fièvre? Mais que le sujet soit... que ce soit écrit par Primo Levi ou par Goscinny. Est-ce qu'il y a une joie à en passer par des mots? Et c'est vrai que les Bienveillantes, moi j'ai ressenti ça exactement. Une espèce de mais il y a une fièvre là-dedans, quoi. On sent qu'il a pris son pied, quoi, à écrire un livre épouvantable. Et donc, si l'auteur n'est pas dans cette joie-là, ça ne va pas. Bernard Pivot, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez un lecteur professionnel, que le plaisir n'était pas toujours le mot pour décrire le rapport que vous aviez à la lecture. Et vous lisez rarement pour votre seul plaisir, c'est ce que je voulais dire exactement. Pourtant, le mot plaisir arrive presque à la fin du livre, et vous vous y autorisez un petit peu maintenant dans la relecture. Vous le dites, et dans la redécouverte un petit peu du lecteur que vous avez été sur certains livres, puisque vous annotez tous vos livres. Oui, mais je n'ai pas le temps de les relire. Alors, c'est ça qui est terrible. Non, mais il y a une différence entre Cécile et moi dans la lecture. C'est que Cécile, quand elle prend un livre, elle a une curiosité pour ce livre. Et puis elle avance dans sa lecture, elle y prend du plaisir et elle va jusqu'au bout. Et à la fin, elle referme le livre, elle peut y réfléchir pendant quelques minutes, elle met son nom dessus et puis elle le classe.
moi, chaque fois que j'ai lu un livre depuis que je suis journaliste, c'est toujours pour faire autre chose. C'est-à-dire, une fois que j'ai lu le livre, commence la deuxième partie, c'est-à-dire que du temps d'apostrophe et le bouillon de culture, j'allais interviewer l'auteur. Et maintenant que je suis à l'Académie Goncourt ou chroniqueur au Journal du Dimanche, c'est pour écrire soit un papier donc pour ce journal, soit pour voter ou ne pas voter pour ce livre à l'Académie Goncourt. Donc il y a toujours un prolongement de ma lecture. Et ce prolongement n'existe pas chez tous les lecteurs qui sont là. Ils lisent ça pour le plaisir et après ils classent le livre ou bien ils le foutent à la poubelle s'ils le trouvent monstrueux. Mais bref, ils le gardent. Est-ce que moi, jamais... Tout livre que j'ai lu a toujours un prolongement, ça a toujours une utilité. Mais évidemment, le plaisir est quand même là. Sinon, encore une fois, je serais le plus grand des masochistes que la Terre ait porté. Non, mais en même temps, moi, je voulais vous faire parler de noms dont on parle plus trop, puisque vous citez ce coin de votre bibliothèque où vous aimez vous replonger dans certaines pages. Oui, mais... Colette, Roger Vaillant, des gens comme ça. C'est écrit, Bernard Pivot. Hein. Oui, non, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que je voudrais lire... Quand j'ai fini les émissions littéraires, je me suis dit, ça y est, je vais avoir le temps de relire. Là, ça va être formidable. Et puis à ce moment-là, boum, le Journal du Dimanche m'a demandé de faire une chronique. Donc, hop, les livres d'actualité. Sur quoi, 2 ans après, je suis entré à l'Académie Goncourt. Hop, tous les livres d'actualité. Donc, je suis, comme avant, toujours lié à l'actualité. Regardez, j'ai commencé dans le train qui m'amenait ici à lire mon premier roman pour le Goncourt de la rentrée. Un roman qui va sortir fin août. Et je l'ai lu pendant le trajet. Voilà. Et je vais en lire un second au retour. Donc il y a toujours donc je n'ai pas le temps de relire. Mais simplement pour le plaisir de temps en temps, quand j'ai 5-10 minutes, je prends un des 13 volumes de la Pléiade de Voltaire, je lis une lettre comme ça au hasard, je prends une pièce de Molière, je lis une scène, où je vais prendre une fable de La Fontaine, où je vais prendre un pamphlet de Paul-Louis Courrier, mais c'est 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Mais pourtant, vous dites que vous prenez beaucoup de plaisir à la correspondance. J'aimerais bien que vous me parliez d'une correspondance qui vous a marqué. Et vous dites que vous avez un petit plaisir, c'est ce que vous appelez, mais par contre, vous ne citez pas de titre, c'est la littérature fantaisiste. Oui, la littérature fantaisiste, je sais pas, j'aime beaucoup Alphonse Allais, j'aime beaucoup des gens qui sont considérés comme pas très sérieux. Comment ils s'appellent? Souvent les auteurs, là, le nom m'échappe. Jérôme K. Jérôme, enfin tous ces auteurs-là, c'est pas des auteurs majeurs, bien entendu, mais j'adore Jules Renard. Mais est-ce que Jules Renard est un auteur majeur? Non, je ne pense pas. Mais quand on lit son journal, on s'amuse beaucoup. Il y a plein de verve, d'ironie. Je le cite d'ailleurs souvent dans mes tweets, Jules Renard. Donc oui, mais ce qui est intéressant, c'est de varier, c'est effectivement lire Les Bienveillantes, et puis après vous lisez Jérôme K. Jérôme, c'est bien, c'est formidable. C'est ça le mélange des gens, c'est de passer de l'un à l'autre. Alexandre Jardin, je crois que vous, un des premiers genres de lecture qui vous a donné du plaisir, vous me disiez tout à l'heure, c'était la biographie. Et vous pouvez en parler d'une ou deux ou... Je crois avoir tout lu sur Talleyrand. Parce qu'on jouait à Talleyrand avec mon père. On boitait dans la maison. Donc les personnages de biographie nous amusaient énormément. Et puis c'est une manière d'aller dîner avec des gens triés sur le volet sur 2000 ans. Le jour où j'ai rencontré Frédéric de Hohenstaufen, que les Français connaissent assez peu, qui est le contemporain de Saint-Louis, où tout à coup ce type décide d'importer en Occident la science expérimentale arabe par décret impérial et change le mode de pensée des Occidentaux. Je ne savais pas qu'on pouvait faire de la politique comme ça. Je ne savais pas qu'un chef de l'État pouvait prendre des décisions de cette portée-là. Et bien, dans une biographie, vous découvrez ça. Tout à coup, ça agrandit dans des proportions absolument incroyables l'idée que vous faisiez de la politique. On n'a même pas idée que des gens ont pu penser le politique en ces termes. Et ça, la biographie permet d'accéder à ça, avec une prédilection pour tous les biographes
qui sont fondamentalement romanciers, c'est-à-dire qui traitent un très grand sujet à travers. Je pense aux biographies évidemment de Zweig, son mari Antoinette, qui est quand même l'histoire d'une fille ordinaire qui devient extraordinaire parce que les circonstances l'exigent. C'est un sujet qui est beaucoup plus grand que Marie-Antoinette. Donc il y a chez Zweig une espèce de puissance, de capacité à traiter des grands sujets à travers quelqu'un. La biographie, oui, voilà, pour moi, c'est une manière d'aller dîner avec des gens exceptionnels, absolument extraordinaires. Mais la biographie, mais actuellement, il y a une mode qui et alors elle est très, très active dans la rentrée littéraire, c'est les biographies romancées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup c'est marqué roman, mais le romancier s'empare de la vie de quelqu'un de célèbre, une star de Hollywood, un homme politique ou quelqu'un d'autre, et raconte sa vie, mais en inventant des épisodes, en inventant des dialogues, etc. Alors c'est très, très, très à la mode, ça, aujourd'hui. À la mode. C'est même fou, tout ce qu'il y a. Mais moi, je préfère, alors, comme Alexandre, moi, je préfère effectivement les vraies biographies. Les biographies où l'historien, le biographe, s'en tient à ce qu'il sait du personnage. Et je viens de lire une biographie qui a obtenu d'ailleurs le Goncourt de la biographie. C'est une biographie de Jérôme Salinger, vous savez, l'auteur américain de l'Attrape-cœur. Et je trouve que c'est une vraiment très remarquable biographie. On ne s'embête pas du tout parce que il y avait plein de choses de la vie de Salinger que j'ignorais. Vous savez, c'est un type qui s'est retiré dans le New Hampshire, s'est enfermé dans sa maison pendant 50 ans. Il refusait absolument tous les journalistes et il les traitait disant que c'était des cons, etc. Donc c'est une sorte de type mauvais caractère mais on s'aperçoit que sa vie avant l'Attrape-cœur est une vie extraordinaire, romanesque. Il a été des soldats américains qui ont débarqué à Utah Beach. Il a fait toute la campagne de France, toute la campagne d'Allemagne. Il est allé voir Hemingway au Ritz à Paris, à la libération de Paris. Il a fait des tas de choses. Il a été amoureux de la dernière femme de Charlie Chaplin. Il lui est arrivé 1000 aventures. Et puis, il publie l'Attrape-cœur, succès absolument mondial. Et là, il se retire dans une maison et on n'entend plus parler de lui. Donc c'est une biographie extraordinaire. Et je vous engage à la lire parce que vous passerez des heures très très agréables. Et ça vous incitera d'ailleurs à relire l'Attrape-cœur. Avant de passer à vos questions, Cécile Pivot, comme je l'ai dit, vous parlez avec beaucoup d'élégance du roman et de ce qu'il procure comme émotion. À un moment, vous dites que c'est une manière d'élargir sa famille. À un moment, vous dites que c'est un perturbateur existentiel. J'aimerais que vous citiez 2 livres. Un qui a élargi votre famille et puis un qui a été un perturbateur existentiel pour vous. C'est dur, hein. Perturbateur existentiel. Tu as écrit perturbateur existentiel ? Non, alors là non. Ah non, je peux vous dire que c'est pas moi. Un livre qui a élargi votre vie, je sais. C'est pas moi. J'ai une mauvaise mémoire, mais c'est pas moi. Comme papa, il a écrit. Voilà. Perturbateur existentiel. Non, j'ai jamais dit ça, jamais. Parler d'un je vais regarder ma fille d'une autre façon maintenant. Je suis sûre que j'ai jamais dit ça. Perturbateur existentiel. Non. Je suis un peu perturbée, mais j'ai pas écrit perturbateur existentiel. Je vous le dis tout de suite. Non, je sais pas. Qui a élargi votre famille ? Qui a élargi ma famille. Quel livre a élargi ? Je dirais plus des auteurs. Je vais plus vous parler d'auteurs qui ont élargi ma famille. C'est-à-dire que ce sont des auteurs que j'attends leur livre. Quand je sais qu'ils vont publier un livre, je suis impatiente de le lire. Ce sont des auteurs auxquels je suis fidèle. Les auteurs auxquels je suis fidèle, mais évidemment, je vais en oublier. Il y a
il y a Paul Auster, voilà, que je vais dire un petit peu en premier, mais il y a aussi Karine Thuil, il y a Serge Joncourt qui est ici, il y a Sirius Vett, qui est la femme de Paul Auster aussi, que j'aime beaucoup. Donc c'est plus, en effet, des auteurs qui font Emmanuel Carrère, voilà, Emmanuel Carrère. J'aimerais bien qu'il écrive quelque chose, Emmanuel Carrère. Voilà, c'est des auteurs vraiment, quand je sais, je crois que Maëlys de Kerangal publie un livre là à la rentrée. Bon, bah, je suis très impatiente et évidemment, je vais l'acheter. Voilà, je sais que tu l'as. Je l'ai déjà. Je moi. sais. Voilà, donc c'est plus, c'est pas des livres, c'est vraiment, ce sont des auteurs qui ont élargi ma famille et vraiment auxquels je suis extrêmement fidèle. Même quand il y a un livre qui me déçoit d'eux, je vais acheter le prochain. Voilà. Parce que j'ai grandi avec eux, même tard, mais je grandis, je vieillis avec eux. J'avais envie que vous citiez ce livre que vous avez trouvé au Japon. Oui. Toutes mes excuses pour perturbateur existentiel, c'est votre père qui l'écrit. Il nous encourage à prendre des résolutions, à tenter des expériences. Ce sont des perturbateurs existentiels. Ah, tu dis voilà. Mais non, connaissant ma fille pratiquement aussi bien que moi, je savais qu'elle n'avait pas pu écrire perturbateur existentiel. Que moi, peut-être, ça c'était possible, mais j'en étais pas sûr. Voilà. Alors, Cécile, le livre que vous avez trouvé un jour dans une chambre au Japon en voyage. Ouais. Mais vous-même, vous êtes devenu un perturbateur familial. C'est ça. Mais d'ailleurs, vous verrez, si vous lisez lire, c'est très amusant la circulation des livres chez les pivots. C'est Oui. un jour en voyage, oui, puisqu'on va tous partir en voyage, donc parfois on part avec des livres, mais parfois et on à trouve... Kyoto, j'ai loué un appartement, et dans cet appartement, il y avait quelques livres, mais il y avait un livre français. Je ne me souviens plus du titre, voilà, c'est ça qui est formidable. En tout cas, c'est chez Actes Sud, et l'auteur s'appelle Mitsuyo Kakuta. Elle en a écrit un, et je ne sais plus le nom de ce livre. Enfin, c'est un livre formidable que je vous conseille. Je ne connais plus le titre, mais que je vous conseille, qui est l'histoire d'une. Je vous raconte juste le début, l'histoire d'une femme qui vole un enfant. Voilà, et c'est sa vie après. Et c'est un livre extraordinaire. Et je disais que. Voilà, quand on aime lire, il y a des moments comme ça qui sont absolument magiques. C'est-à-dire que vous tombez sur un livre. Moi, à Paris, probablement, j'aurais jamais acheté ce livre. Et là, vous tombez dessus. Moi, je me suis dit, tiens, je suis au Japon, tant qu'à faire, oui, je vais lire un livre d'un auteur japonais. Et moi, j'ai trouvé ce livre remarquable. Après, je suis rentrée à Paris et j'ai acheté un autre livre d'elle qui s'appelle La Maison dans l'arbre, qui est aussi très bien, selon moi un petit peu moins bien, mais qui est très bien aussi. De toute façon, vous pouvez le trouver parce qu'elle en a écrit 2 ou 3 seulement. Donc, c'est pas La Maison dans l'arbre, mais c'est l'autre. Et je vous dis franchement, c'est formidable. Il faut le commander parce qu'on a du mal à le trouver aujourd'hui, je pense, mais c'est très bien. Chez De Cidre, ils l'ont. Voilà. Mais tu oublies où on est, là. Attends. Actes Sud. Vous avez des questions ? Bonjour. Au propos du plaisir de lire, est-ce que pour chacun d'entre vous, c'est lié au lieu, aux circonstances dans lesquelles vous lisez, ou est-ce que, au contraire, vous arrivez à vous mettre dans une bulle pour justement magnifier ce que vous êtes en train de lire ? Merci. Alors, on consacre un chapitre, enfin même plusieurs, sur le confort de lecture. Alors, on s'est aperçu en écrivant le livre que là-dessus, on se ressemblait beaucoup. C'est-à-dire que nous, on n'aime pas du tout ce qui est, mon père vous dirait, le moelleux. Pas du tout. On n'aime pas les livres, on n'aime pas la plage, le sable, absolument pas. Voilà, une chaise comme ça, où on est quand même assez mal assis. C'est bien, c'est parfait. On aime le dur, voilà. Les coudes sur la table, on aime ça.
Après, moi, j'aime aussi les bistrots. J'aime beaucoup les bistrots. Voilà, donc on parle de ça, donc c'est lié. Puis aussi le côté, oui, est-ce qu'on lit mieux quand on est malheureux, mieux quand on est heureux? On y consacre également un chapitre. Et là, on est très différents. On ne va pas tout vous raconter, je crois. Voilà. Mais par exemple, nous aimons aussi beaucoup lire dans les moyens de transport. Ah oui, pardon, absolument. Et moi, par exemple, ce matin, je reviens de Bruxelles, donc 3h15, donc j'ai lu un roman en entier, là, c'est formidable. En revanche, je trouve que le TGV est un véritable attentat contre la lecture. Ça, c'est vraiment scandaleux, scandaleux. Vous posiez la question. On entend. Pendant que vous leur posiez la question, je pensais à un livre que tout le monde devrait lire, qui est absolument jubilatoire. Et en fait, je me rends compte que j'en ai lu une bonne moitié dans le lit d'une dame. Et oui, j'étais très amoureux. Et à une époque, une vie très compliquée. Et ça a compté probablement beaucoup dans ma passion pour ce livre, que je pouvais lire par petits bouts. C'est un livre que tout le monde devrait lire, qui a été écrit par le bibliothécaire, le bibliothécaire de la bibliothèque du Congrès. Je ne sais pas s'il vit encore, qui s'appelait ou s'appelle Daniel Bourstine, qui a écrit un livre qu'on trouve chez Bouquin, qui s'appelle Les Découvreurs. Chez Deux Sites. Chez Deux Sites. Mais l'éditeur, c'est c'est Bouquin. Les Découvreurs, c'est l'histoire de tous les gens qui ont modifié notre mode de pensée. Et j'ai lu ça dans le lit de cette dame. Le lit était moelleux. Et il y a notamment un chapitre extraordinaire sur quelqu'un qui est très peu connu, qui est un Portugais qui est le premier à avoir dépassé au XIVe siècle ce qu'on appelait le cap de la peur. Au large de la Mauritanie, pendant toute l'Antiquité, enfin, jusqu'à cette date-là, les marins rebroussaient chemin en se disant que c'était la fin du monde, qu'on tombait ou que les enfers démarraient. Donc c'était un cap mental. Et un jour, le découvreur, le Portugais, finance des bateaux, et il y a un type qui réussit à franchir le cap de la peur. Il descend jusque dans le golfe de Guinée, il revient au Portugal, et il dit « on ne tombe pas ». Et les Portugais vont avoir un avantage considérable culturel, psychologique. Ils ont franchi le cap de la peur. Et en quelques décennies, ils découvrent le globe. Parce qu'ils sont sortis du cadre mental précédent. Eh bien, c'est un livre, Les Découvreurs, qui est consacré à tous ces gens qui nous ont fait sortir d'un cadre mental. Alors, si en plus vous pouvez le lire dans le lit de quelqu'un, passez d'abord chez Deux Citres et ensuite trouvez quelqu'un. Ou trouvez quelqu'un chez Deux Citres. Pardon ? Est-ce que vous le lisiez à la dame ? Oui, je le lisais à la dame. Et notamment le cap de la peur. Et ça l'avait enchanté. Mais c'est très important de mêler les livres à nos amours. Je ne veux pas perturber votre famille. Bonjour. Alors, je suis non-voyant et donc j'écoute les livres. Et je voulais savoir si vous aviez déjà eu cette expérience. Donc l'important du vecteur lecteur. Et je pense à Monsieur Pivot, que j'ai entendu lire des extraits de livres dans ses émissions. Un lecteur extraordinaire. Je pense qu'en l'écoutant, on aurait pu lire l'annuaire téléphonique, on aurait pris du plaisir. Et voilà, je voulais savoir si c'est une expérience que vous avez eue. Et je veux juste revenir une seconde sur Les Bienveillantes. Lorsque j'ai écouté ce livre, je n'ai vraiment pas ressenti le plaisir de l'auteur. J'ai plutôt eu l'impression qu'il s'arrachait les tripes et qu'il se tordait les neurones. Voilà.
Oui, mais votre impression sur l'auteur des Bienveillantes, oui, probablement vrai, je pense. Enfin, j'en sais rien. Mais vous voulez, sur votre question là de la lecture, oui, bien sûr, si vous êtes non-voyant, je suppose que vous écoutez beaucoup de romans qui sont lus sur des CD, c'est ça, non? Oui, je Oui. lis sur des romans, sur des CD, mais je voulais savoir si vous-même vous aviez fait cette expérience. Non. Alors c'est sûr que Enfin, ça si, met beaucoup plus de temps Non, que lorsque vous lisez un livre. oui, bien vous, sûr. Non, mais ça m'est arrivé en voiture d'écouter, mais enfin bon, c'est pas... mais il y a quelqu'un, par exemple, qu'on a connu qui est mort récemment, c'est un grand ami, c'était un grand lecteur, il était un grand lecteur toute sa vie, et puis à la fin de ces dernières années, il était devenu aveugle. Alors il a écouté par exemple, il a essayé de reprendre la recherche du temps perdu de Proust sur CD, et il a arrêté au bout d'un moment. Il ne pouvait pas parce qu'il trouvait que ça ne correspondait plus, que la voix qu'il entendait ne correspondait pas. Il ne retrouvait pas dans cette voix le plaisir qu'il avait eu, lui, lecteur, 10 ans, 20 ans ou 40 ans auparavant. Alors, et donc il a renoncé. Personnellement, je pense que des livres qui passent parfaitement à l'écrit, c'est plus difficile à l'oral. Et donc, la qualité du texte lui-même n'est pas forcément en corrélation avec le plaisir qu'on peut en avoir. Je pense. Si je peux vous recommander quelque chose que je viens, non pas d'écouter entièrement, mais en partie, c'est l'enregistrement de la correspondance de Casares et de Camus par Adjani et Wilson. C'est vraiment remarquable. Quelqu'un me l'avait recommandé et j'en ai écouté une bonne partie. C'est extraordinaire. Je pense pas qu'on ait le temps d'une autre question, une dernière, non? En tout cas, monsieur, à la fin du livre, vous avez un chapitre sur l'expérience qu'a eu Bernard Pivot de lire des textes à haute voix dans des théâtres. Et c'est, je trouve, un chapitre intéressant. Il y a une dernière question, il faut qu'elle soit très rapide. Après, vous inquiétez pas, parce que si vous voulez faire dédicacer un livre, vous pourrez parler avec Bernard Pivot, avec Cécile Pivot, avec Alexandre Jardin. Donc vous aurez un temps un petit peu au moment de la signature. Merci. Donc une dernière question. Bonjour à tous, merci d'être présents. Bon, Monsieur Pivot, je vous vois souvent dans mon fil d'actualité Twitter. Donc ma question est la suivante. Si vous deviez parler de votre expérience sur ce réseau social, et notamment vous aimiez le fait que le nombre de caractères soit limité. Maintenant, il a été agrandi. Donc c'est une nouvelle réglementation Twitter. Quel est votre rapport avec ce réseau social? Qu'en pensez-vous? Voilà. Le seul réseau social sur lequel je me manifeste, c'est Twitter. Mais je ne suis ni sur Facebook, ni sur aucun autre. Pourquoi? Vous avez donné la réponse, parce qu'il faut faire court sur Twitter. J'adore faire court. Twitter, c'est une école de la concision. Et quand on arrive à un certain âge, c'est très agréable d'avoir un exercice mental et un exercice de style, de faire coïncider les deux pour écrire brièvement des choses qui vous paraissent plus ou moins importantes, évidemment. Donc en plus de ça, je trouve que sur Twitter, on est très libre. J'ai donné cette définition de Twitter. Twitter, c'est un réseau choral qui n'est composé que de solistes. Et c'est vrai, on est libre, on reste libre. Vous vous abonnez, vous vous désabonnez, vous faites ce que vous voulez. Et je trouve que c'est une chose très agréable. Et alors, moi, je suis partisan pour rester à 140 signes. Malheureusement, ils m'ont enlevé le compteur de 140 signes. Donc, fatalement, je ne veux pas les compter un à un, ça prend trop de temps. Donc, maintenant, je navigue autour de 130, 140, 150, 160. Mais tout ça n'a strictement aucune importance. Chaque chapitre contient une phrase qui donnera un très bon tweet pour dire avec le livre, avec lui, nous sommes libres, nous sommes libres. Je ne sais plus lequel de vous deux, j'ose plus, ça c'est vous. C'est moi. Juste, on me dit de vous indiquer où est la dédicace. Donc vous voyez ce bâtiment qui est là en face de vous, c'est une entrée qui est au milieu. Voilà. Vous ne pouvez pas la rater, c'est juste derrière le kiosque.
Bon après-midi.